L'accident s'est produit à 23h42, un SUV noir, une autoroute glissante sous la pluie, aucune trace de dérapage. À minuit, l'amiral des Navy SEALs était en salle d'opération. Au matin, le neurologue a prononcé les mots qui ont glacé toute l'unité de soins intensifs. Coma. Aucune réaction à la douleur, aucune parole, aucun mouvement volontaire. Le Pentagone a qualifié cela de timing tragique. Il venait de sortir d'une réunion classifiée quelques heures avant l'impact. Ils ont dit que c'était un accident. Ava se tenait au pied de son lit pendant que les médecins chevronnés discutaient des soins à long terme comme s'il était déjà parti. Elle ne discutait pas, elle observait. Car lorsqu'un des responsables de cette réunion est entré dans l'unité de soins intensifs, quelque chose a changé. Pas de façon spectaculaire ni évidente. La saturation en oxygène de l'amiral a baissé, puis s'est corrigée. Précisément. Ava s'est approchée et ajusté sa perfusion et s'est penchée juste assez pour murmurer « Monsieur, si vous m'entendez, ne bougez pas ». Le moniteur cardiaque a clignoté une seule fois, puis s'est stabilisé à nouveau dans un rythme parfait. C'est alors qu'elle a su qu'il n'était pas dans le coma. Il écoutait. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez un instant pour me dire d'où vous nous regardez. Et si ce genre d'histoire vous touche particulièrement, abonnez-vous. Car ce qui s'est déroulé dans cette unité de soins intensifs n'était pas seulement médical, c'était stratégique. L'accident s'est produit à 23h42. Un SUV noir du gouvernement a perdu le contrôle sur une autoroute détrempée par la pluie, juste à la sortie d'Arlington, en Virginie. Lorsque les enquêteurs sont arrivés, ils ont immédiatement remarqué quelque chose d'étrange. Il n'y avait aucune trace de dérapage sur la route, aucun signe indiquant que le conducteur ait tenté d'éviter le danger. L'impact a écrasé le côté conducteur du véhicule comme une boîte de conserve. À minuit, un amiral décoré des Navy SEALs était allongé sur une table d'opération sous les lumières vives du bloc opératoire. Le lendemain matin, il se trouvait dans une unité de soins intensifs civils, respirant à l'aide d'un ventilateur, avec un diagnostic qui a réduit tout le monde au silence dans la pièce. Coma, lésion cérébrale grave, aucune réaction à la douleur, aucun mouvement. Le Pentagone a publié un bref communiqué qualifiant cet accident de tragique coïncidence à l'automne. Il venait de sortir d'une réunion gouvernementale classifiée quelques heures avant l'accident. Ils ont déclaré que le véhicule avait subi une défaillance mécanique. Ils ont déclaré qu'il s'agissait d'un accident. Ava n'a rien dit. Elle se tenait tranquillement au pied de son lit pendant que les neurologues discutaient de son avenir comme s'il était déjà parti. Centre d'alimentation, établissement de soins de longue durée, éventuelle inconscience permanente. Ava était la nouvelle infirmière de l'étage, les cheveux blonds soigneusement tirés en arrière, les yeux bleus calmes, les mains fermes. Elle a ajusté la perfusion sans faire de bruit. Elle a noté son taux d'oxygène. Elle a vérifié ses pupilles. Elle était très attentive, car ce qui la troublait n'était pas quelque chose qu'elle pouvait voir à la surface. C'était quelque chose qui manquait. Les signes vitaux de l'amiral étaient beaucoup trop stables pour un homme présentant des blessures aussi graves. Une personne souffrant d'un tel traumatisme cérébral aurait dû présenter des valeurs qui fluctuaient. Ce n'était pas le cas. Sa respiration correspondait à celle du respirateur artificiel, avec un rythme parfait qui ne semblait pas aléatoire. Son rythme cardiaque ne variait pas, même lorsque les infirmières le touchaient. Il restait stable, contrôlé, presque artificiel. Cet après-midi-là, le premier visiteur arriva du Pentagone. Ce n'était ni un membre de la famille, ni un prêtre, mais un haut fonctionnaire qui avait assisté à la même réunion classifiée que l'amiral. Il traversa l'unité de soins intensifs avec autorité, montra ses papiers d'identité et demanda à s'entretenir en privé. Ava resta dans la chambre, prétextant un ajustement de la posologie des médicaments. Elle garda les yeux rivés sur le moniteur pendant que l'homme s'approchait du lit. Et puis quelque chose se produisit. Un petit détail, facile à manquer. Le taux d'oxygène de l'amiral baissa de 2 points. Puis il s'est corrigé, mais pas comme le fait délibérément le corps d'une personne malade. Ava a jeté un coup d'œil au reflet de l'homme dans la cloison vitrée. Son visage ne trahissait rien. Il s'est penché et a murmuré quelque chose trop bas pour que quiconque puisse l'entendre. Le rythme cardiaque de l'amiral n'a pas bondi de peur. Au contraire, il s'est légèrement accéléré, puis s'est stabilisé, comme si quelqu'un avait pris la décision consciente de le contrôler. Lorsque le visiteur s'éloigna enfin du lit,
Les chiffres revinrent à la normale. Ava se pencha et fit semblant de vérifier la perfusion, se rapprochant suffisamment pour parler doucement à l'oreille de l'amiral. « Monsieur, dit-elle doucement, si vous m'entendez, ne réagissez pas, s'il vous plaît. » Le respirateur maintint son rythme. Le moniteur resta stable pendant un long moment. Rien ne changea. Puis le rythme cardiaque eut un léger battement, à peine visible à moins de fixer directement l'écran. Ce n'était pas un pic aléatoire provenant d'un cerveau endommagé. Cela ressemblait à un signal délibéré. Ava ne broncha pas. Elle se remit à écrire dans son dossier comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Car si elle se trompait, elle courait après des chimères. Mais si elle avait raison, cet homme n'était pas du tout inconscient. Il se cachait. Au cours de la visite du soir, elle aborda le sujet avec précaution. Elle mentionna la baisse d'oxygène au neurologue d'un ton désinvolte. Il n'y prêta aucune attention. Une réponse automatique normale du système nerveux, dit-il. Elle mentionna la légère tension qu'elle avait remarquée dans les doigts de l'amiral lorsque le visiteur parlait. Un réflexe dû à la blessure, répondit-il. Elle demanda si l'équipe médicale avait écarté le syndrome d'enfermement, une condition dans laquelle une personne est pleinement consciente mais totalement incapable de bouger ou de parler. Le silence s'est installé dans la pièce pendant un instant, puis quelqu'un s'est éclairci la gorge et a dit « Il ne montre aucun mouvement volontaire ». Ava a acquiescé poliment. Elle n'a pas insisté, mais elle connaissait la différence entre un corps incapable de bouger et un corps qui choisissait de ne pas bouger. Lorsqu'elle a appuyé sur sa main pour tester sa réponse à la douleur, ses signes vitaux n'ont pas changé. Lorsqu'elle a tamisé les lumières, ses pupilles se sont rétrécies exactement comme elles le devaient, normalement. Mais lorsqu'elle dit doucement « Le responsable du Pentagone est de nouveau là », son pouls changea une seule fois, et très légèrement. La deuxième visite confirma ce qu'elle redoutait. Même responsable, même voix posée, même demande d'intimité. Cette fois, Ava ajusta légèrement les réglages du respirateur pour observer la réaction de sa respiration. La respiration de l'amiral correspondait à celle de la machine sans aucune variation, jusqu'à ce que le responsable se penche vers lui et dise « Personne d'autre n'a besoin de savoir ». À ce moment-là, la respiration s'est prolongée d'une fraction de seconde de plus que ce qu'exigeait la machine. Ava l'a ressenti plus qu'elle ne l'a mesuré. Elle s'est approchée à nouveau du lit. « Si vous me comprenez, » murmura-t-elle, « restez parfaitement immobile. » Le rythme cardiaque redevint régulier avec une précision qui semblait entraînée, comme un soldat forçant son propre corps à rester immobile. Le fonctionnaire sourit faiblement, en se redressant, complètement inconscient que quelqu'un d'autre dans cette pièce venait d'assister à une bataille silencieuse qui se déroulait sur un moniteur d'hôpital. Ce soir-là, les notes écrites d'Ava étaient plus longues, même si elle faisait attention à chaque mot. Elle consignait des schémas sans porter d'accusation. Elle repassa le rapport d'accident dans son esprit. Aucune trace de dérapage, aucune correction de trajectoire, pression de freinage enregistrée par l'ordinateur du véhicule, mais aucun ralentissement réel. Un homme qui a conduit pendant 3 décennies en territoire hostile ne se fige pas. Même inconscient, le corps réagit toujours. Ce véhicule n'a montré aucun de ces signes. C'était comme si l'amiral avait simplement décidé de ne pas se battre. Cette pensée la pesait comme un poids, car les hommes qui ont survécu aussi longtemps que lui n'abandonnent pas, même face à un accident. Elle retourna à son chevet lorsque les lumières de l'unité de soins intensifs s'atténuèrent et que le couloir devint silencieux. « Monsieur, dit-elle doucement, si vous faites semblant, vous devez savoir que vous n'avez plus beaucoup de temps. » Le respirateur expirait régulièrement. Le moniteur restait plat, trop plat. Vers minuit, le responsable du Pentagone revint sans prévenir. Les heures de visite étaient terminées depuis longtemps. Il utilisa son autorité pour envoyer le garde de sécurité dans le couloir et entra seul. Va resta à l'intérieur. En faisant semblant de vérifier les perfusions, il rendit la pièce encore plus froide qu'auparavant. Le responsable se pencha vers l'oreille de l'amiral et lui murmura quelque chose qui fit battre le cœur d'Ava plus fort. Même si elle ne comprit pas les mots, elle vit la réaction. Pas de panique, pas de pic brutal. Le rythme cardiaque de l'amiral augmenta exactement de 6 battements. Il resta ainsi pendant 3 secondes entières, puis il revint à la normale aussi doucement que s'il avait été guidé par une main sûre. Ce genre de contrôle ne vient pas d'un cerveau endommagé.
Il vient de décennies d'entraînement à rester calme sous le feu. Le fonctionnaire se redressa, l'air satisfait. Alors qu'il se retournait pour partir, il ajouta doucement, presque pour lui-même, « Vous n'aurez pas l'occasion de témoigner. » Ava garda les yeux rivés sur l'écran. Lorsque le couloir fut à nouveau vide, elle s'approcha une dernière fois du lit. « Il prévoit de vous transférer, » murmura-t-elle. « Probablement hors de l'hôpital civil, loin de la surveillance publique. » Le respirateur artificiel respirait. Elle se pencha un peu plus près. « Si cela arrive, je ne pourrai pas protéger ce que j'ai vu. Les preuves ne seront plus en sécurité. » Pour la première fois depuis son arrivée, une larme se forma au coin de l'œil de l'amiral et roula lentement sur l'oreiller. Pas de tremblement, pas de bruit, juste une larme, libérée avec un contrôle tranquille qui lui disait tout. Il n'était pas perdu dans les ténèbres. Il était piégé dans un plan qui l'obligeait à donner cette impression. Avant de reculer, elle parla une dernière fois. « Si vous voulez que je me batte contre ce transfert, restez stable. » Le moniteur ne vacilla pas. Le rythme resta parfaitement obéissant. Elle comprit. Il avait besoin de plus de temps. Il avait besoin que le jeu dure encore un peu. Et l'homme qui était sorti de cette réunion gouvernementale croyait avoir déjà gagné. Au matin, l'unité de soins intensifs avait dépassé le choc initial et retrouvé sa routine. Les dossiers étaient mis à jour. Le diagnostic fut répété à tous ceux qui le demandaient. L'amiral gisait immobile sous le bruit doux et régulier du respirateur, tandis que les administrateurs discutaient des fenêtres d'assurance et des établissements neurologiques de longue durée, comme s'il s'agissait d'un problème de planning. Ava se tenait au bord de la pièce, examinant les données qu'elle avait discrètement extraites du journal d'activité complet du moniteur pendant la nuit. La chute d'oxygène s'était produite à la seconde précise où le responsable du Pentagone s'était penché vers le lit. Pas un instant avant, pas au hasard. La deuxième visite a produit exactement le même schéma. Un changement contrôlé, puis un retour immédiat à la normale. Pas de chaos, pas de dommages, de la discipline. Elle a copié les horodatage dans ses notes personnelles, en prenant soin de ne rien mettre d'accusatoire dans le dossier officiel de l'hôpital. Si elle s'était trompée, elle aurait perdu son emploi et sa réputation. Si elle avait raison, une personne très puissante avait une très bonne raison de vouloir que cet homme ne se réveille jamais. Du moins pas officiellement. Le rapport d'accident est arrivé par voie électronique cet après-midi-là, dans le cadre de la coordination habituelle entre l'hôpital et le personnel fédéral. Ava n'avait aucune raison valable d'étudier les relevés de pression des freins ou les données de la boîte noire, mais elle a tout lu quand même. Le SUV avait enregistré un freinage. L'ordinateur de bord avait enregistré une pression maximale sur la pédale, mais il n'y avait eu ni dérapage, ni changement de direction, ni correction excessive. Un homme avec 3 décennies d'expérience de conduite sous haute pression ne se fige pas simplement. Le corps réagit avant même que l'esprit ne comprenne. Ce véhicule n'avait rien enregistré de tel. C'était comme si quelqu'un avait calmement décidé de ne pas résister du tout à l'accident. Cette idée lui pesait lourdement sur le cœur, car les hommes comme lui ne capitulent pas, ni face aux accidents, ni face à quoi que ce soit d'autre. Le fonctionnaire revint à 10h03 cet après-midi-là, avec le même air calme qui le caractérisait. Il interrogea le neurologue sur les résultats à long terme. Il demanda si un rétablissement significatif était réaliste. Il demanda combien de temps l'hôpital continuerait à prodiguer des soins actifs avant de recommander un transfert vers un établissement de soins de longue durée. Ava garda son attention fixée sur un sac de médicaments tout en écoutant chaque mot. Sa voix était calme, professionnelle, dépourvue de toute préoccupation sincère. Puis, il se pencha vers le lit et dit doucement, « Ce serait beaucoup plus simple si cela restait confidentiel. » Le moniteur cardiaque ne se mit pas à sonner. Il grimpa de 5 battements. Il se stabilisa. Puis, il redescendit avec une régularité qu'aucune personne inconsciente ne pouvait produire. Ava le ressentit comme un courant passant dans l'air. Ce n'était pas un coma. C'était un homme qui se contrôlait parfaitement. Elle attendit que le fonctionnaire sorte dans le couloir, puis ajusta le débit du ventilateur d'une petite quantité, juste assez pour créer une légère demande sur les poumons. Elle se pencha près du lit. « Monsieur, si vous êtes conscient de ce qui se passe, régulez votre respiration pendant 3 secondes. » La machine suivit le rythme complet. Puis, si doucement, il ne se fit presque plus entendre. La respiration de l'amiral s'y joignit. Ce n'était ni un spasme, ni un réflexe, mais un choix.
La respiration d'Ava ralentit au lieu de s'accélérer. Avoir raison ne l'excitait pas. Cela la rendait plus alerte, car cette situation dépassait le cadre médical. C'était désormais tout autre chose. Et quelqu'un, quelque part, était convaincu que l'homme allongé dans ce lit n'aurait jamais l'occasion de dire ce qu'il savait. Plus tard dans la soirée, elle entendit quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû entendre. Le fonctionnaire se tenait au bout du couloir, parlant à voix basse, mais avec urgence, manifestement au téléphone. « S'il se réveille, nous avons un sérieux problème. » Une pause pendant qu'il écoutait. « Non, les médecins disent que les dommages sont permanents. » Une autre pause. « Oui, le neurologue a déjà signé. » Ava n'attendit pas pour en savoir plus. Elle retourna au chevet du lit et examina attentivement le visage de l'amiral. Aucune contraction musculaire, aucun mouvement derrière les paupières, rien de visible. Mais le long de sa mâchoire, un muscle se contracta si légèrement que cela aurait pu passer inaperçu pour quelqu'un qui ne cherchait pas à le voir. Elle se pencha vers lui. « Si vous venez d'entendre ce que j'ai entendu, à savoir qu'il pense que vous ne vous remettrez jamais, ne réagissez pas. » Le moniteur obéit. Il resta parfaitement plat, parfaitement stable, et dans cette stabilité, elle entendit la réponse. La personne la plus dangereuse dans cette pièce n'était pas l'homme allongé immobile dans le lit. C'était l'homme debout dans le couloir, certain d'avoir déjà gagné. La pression de l'administration de l'hôpital commença à se faire sentir le lendemain matin dans un langage poli et professionnel. Un coordinateur de cas souleva la question des options de transfert à long terme. Un médecin senior a mentionné la disponibilité des lits et l'utilisation responsable des ressources. S'il n'y a pas d'amélioration neurologique mesurable dans les 72 heures, la phrase s'arrêtait là. Mais le sens était clair. Ava a demandé une nouvelle série de tests de stimulation avancés avant que toute décision ne soit prise. La demande a été rejetée. Il ne réagit pas. On le lui a répété. Elle a acquiescé. Elle n'avait rien d'autre à dire lors de cette réunion, mais elle avait vu quelque chose lors d'un court stage médical à l'étranger. Des prisonnières de guerre qui s'étaient entraînées à feindre l'inconscience lors d'un interrogatoire direct. Elle avait appris à observer les petits détails, les légers changements dans la respiration, la façon dont les muscles restent tendus sous la peau, la différence entre un corps qui a abandonné et un corps qui attend. Et ce qui se trouvait dans ce lit « Je te vois » n'était pas l'absence de vie, c'était de la présence de la patience. Cette nuit-là, le fonctionnaire est revenu seul. Le couloir était vide depuis des heures. Il utilisa son badge pour faire signe au personnel de sécurité de s'écarter et entra sans hésiter. Ava resta dans la chambre sous prétexte de régler une pompe à perfusion. La pièce semblait différente cette fois-ci, plus lourde. Le fonctionnaire se pencha près de l'oreille de l'amiral et dit quelque chose qui fit frémir Ava. « Vous auriez dû signer l'autorisation. » Le rythme cardiaque sur le moniteur grimpa, pas de manière spectaculaire, mais exactement de 8 battements. Il resta là, 8 battements qui n'étaient ni de la confusion, ni de la peur, ni des signaux nerveux endommagés. C'était de la colère contrôlée. Puis il revint à la normale, comme si une porte s'était refermée silencieusement. Le fonctionnaire se leva, l'air satisfait, et se dirigea vers la porte. En partant, il ajouta une dernière chose. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. « Vous n'aurez pas l'occasion de témoigner. » Les yeux d'Ava restèrent fixés sur le moniteur, pas sur lui. Lorsque le couloir fut silencieux, elle s'approcha du lit. « Il prévoit de vous transférer, » dit-elle doucement. « Peut-être hors de la surveillance civile, dans un endroit moins surveillé. » Le ventilateur expira. Elle se pencha plus près. « Si cela se produit, je perdrai la capacité de protéger tout ce que j'ai documenté. » Pour la première fois depuis son admission, une larme apparut au coin de l'œil de l'amiral. Elle ne coula pas rapidement. Elle descendit lentement le long de son visage et disparut dans l'oreiller. Sans drame, sans tremblement. Juste une larme libérée dans un silence parfait. Elle lui en dit plus que n'importe quel scanner ou test n'aurait jamais pu le faire. Il n'était pas perdu. Il n'était pas parti. Il se maintenait à flot grâce à un plan qui exigeait que le monde croie le contraire. Avant de s'éloigner, elle a gardé une voix basse et calme une dernière fois. « Si vous voulez que je me batte contre ce transfert, je tiendrai bon. » Le moniteur n'a pas bougé. Le rythme est resté calme, régulier et obéissant. Elle a compris ce que signifiait cette immobilité. Il avait besoin de plus de temps.
Il avait besoin que le monde continue à y croire. Et l'homme qui avait murmuré ces menaces dans l'obscurité était absolument certain d'avoir déjà réussi. Au lever du soleil, la décision avait déjà été prise par des personnes bien au-dessus du niveau d'A1. L'amiral allait être transféré dans les 48 heures vers un établissement médical militaire décrit comme mieux équipé pour la prise en charge neurologique à long terme. C'était la formulation exacte, lisse, officielle, définitive. Ava lut la note 2 fois, puis la plia et la glissa dans sa poche comme s'il s'agissait d'une simple note de service. Mais elle savait ce que signifiait réellement un transfert. De nouvelles chaînes de commandement, de nouveaux médecins, de nouveaux dossiers, et si quelqu'un voulait cacher la vérité, il n'aurait pas besoin de lui faire du mal. Il suffirait de le transférer dans un endroit où personne ne le surveillerait. Elle attendit que les visites matinales soient terminées et que l'unité de soins intensifs se vide. Puis elle tira le rideau d'intimité à mi-hauteur et commença un examen neurologique que personne n'avait demandé, mais que personne ne remettrait immédiatement en question. Elle baissa légèrement la lumière. Elle testa son réflexe corial. Pas de clignement comme prévu. Elle appuya fermement sur son lit ongéal. Le moniteur ne changea pas, comme prévu également. Puis elle fit quelque chose de différent. Elle plaça 2 doigts juste derrière son oreille, sous l'apophyse mastoïde, et appuya doucement sur un point nerveux que la plupart des infirmières hospitalières n'apprennent jamais. « Si vous m'entendez, murmura-t-elle, sans bouger les lèvres, changez votre respiration. Juste une fois. » Pendant 3 secondes entières, rien ne se passa. Puis le rythme du ventilateur changea. Juste une fraction de seconde. Pas assez pour déclencher l'alarme. Juste assez pour montrer que quelqu'un avait choisi de le faire. Ava expira lentement. Ce n'était pas un coma. C'était un homme qui se cachait à l'intérieur de son propre corps. La porte s'ouvrit avant qu'elle ait pu reculer. Le neurologue en chef se tenait là, observant l'endroit où elle avait posé sa main. Son visage affichait clairement son agacement. « Que faites-vous exactement ?» demanda-t-il. Ava resta calme. « Je vérifie s'il s'agit d'un cas de syndrome d'enfermement », répondit-elle d'un ton neutre. Il secoua la tête. Il ne montre aucun mouvement volontaire. Elle le regarda dans les yeux sans céder. Les patients atteints du syndrome d'enfermement n'en montrent pas. La pièce resta silencieuse pendant un moment qui sembla trop long. Le neurologue la regardait différemment à présent. « C'est une technique très spécifique, dit-il. » Ava retira doucement sa main du cou de l'amiral et redressa la couverture. « J'ai déjà vu des cas similaires, dit-elle simplement. Elle n'en dit pas plus, elle n'en avait pas besoin. Mais quelque chose avait changé de façon permanente dans cette pièce. Quelqu'un venait de réaliser que la jeune infirmière ne faisait pas de suppositions. Le responsable du Pentagone revint plus tôt que d'habitude cet après-midi-là. Pas de sourire cette fois-ci. Pas de questions polies sur les délais de guérison. Il observa Ava pendant qu'elle mettait à jour ses dossiers. Il l'observait vraiment. « Vous semblez très impliqué dans ce cas, dit-il d'un ton désinvolte. Ava ne leva pas les yeux. « C'est mon patient. » Le responsable s'approcha du lit et baissa la voix. « Vous comprenez l'importance nationale de son état. » Elle le regarda alors, calme, sereine. « Je comprends l'importance médicale, dit-elle. » Il soutint son regard quelques secondes de plus que ce qui était confortable. « Certaines situations, ajouta-t-il doucement, dépassent le cadre d'un seul patient. » Derrière lui, le moniteur cardiaque afficha 5 battements supplémentaires, resta stable, puis revint à la normale avec un contrôle clair et délibéré. Ava le vit. Lui aussi. Mais seul l'un d'entre eux comprit ce que cela signifiait. Ce soir-là, elle se replongea dans les rapports d'accident, pas seulement dans le rapport sur les freins cette fois-ci. Elle examina l'angle de braquage et la vitesse. Il y avait eu une légère correction de trajectoire 2 secondes avant l'impact. Trop légère pour être qualifiée de manœuvre d'évitement, mais elle était bien là. Cela signifiait qu'il était conscient avant l'accident, qu'il n'était pas inconscient, qu'il n'avait pas été pris au dépourvu. Un conducteur de train ne se fiche pas en situation de crise, décida-t-il. L'absence de traces de dérapage ne signifiait pas qu'il n'avait pas pu réagir. Cela signifiait que les freins n'avaient jamais fonctionné. Quelqu'un avait appuyé sur la pédale. Le système avait enregistré la pression, mais la voiture n'avait jamais ralenti. Ava serra les mâchoires, un sabotage mécanique. Et dans ces dernières secondes, l'amiral l'avait su. Il n'avait pas paniqué. Il avait fait un choix. Quand elle revint à l'unité de soins intensifs cette nuit-là,
Elle ferma les stores à moitié et se pencha près de son oreille. « Tu savais, murmura-t-elle. Le respirateur expirait à un rythme régulier. Elle se pencha davantage. « Tu savais que les freins ne fonctionnaient plus. Le moniteur n'a pas affiché de pic ni de saut. Il a augmenté de 6 battements, s'est maintenu, puis est redescendu. Confirmation. Et tu ne t'es pas battu. Une autre petite augmentation contrôlée. » L'esprit d'Ava fonctionnait à toute vitesse. S'il avait fait une embardée, s'il avait fait une scène, s'il avait provoqué l'accident à découvert, celui qui avait fait cela aurait simplement changé l'histoire. Au lieu de cela, il avait laissé faire, car un amiral mort met définitivement fin à une enquête. Mais un homme dans le coma gèle tout, suspend tout, conserve les preuves, pensa-t-elle en prenant une inspiration silencieuse. « Vous ne vous cachez pas d'eux, murmura-t-elle. Vous êtes un appât. » Le responsable du Pentagone revint une dernière fois avant le transfert prévu. Il renvoya l'infirmière qui se trouvait dans le couloir et entra seul. Ava resta à l'intérieur, faisant semblant de régler une perfusion. Le responsable se pencha sur le lit et parla d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Le vote passera sans vous. » Ses doigts touchèrent la barrière du lit. « Vous avez mal calculé. » Le rythme cardiaque de l'amiral s'accéléra, non pas par peur, mais par quelque chose de plus aigu, de plus contrôlé. 8 battements plus rapides, puis une pause, puis un retour à la normale avec précision. Ava sentit la tension dans la pièce, comme l'air avant une tempête. Le responsable se redressa, l'air satisfait. Il ne se doutait pas que le silence autour de lui n'était pas un signe de capitulation. C'était de la patience. Après son départ, Eva s'approcha et parla à nouveau à voix basse. « Ils vous transfèrent parce qu'ils pensent que vous êtes fini. » Aucune réaction. Si vous restez inconscient, continuez à écouter. Le respirateur continuait de fonctionner, mais une fois qu'ils vous auront transféré, je ne peux pas garantir que quelqu'un vous surveillera. Elle fit une pause, réfléchissant attentivement. Si je demande un examen médical fédéral avant le transfert, ils sauront que je soupçonne quelque chose. Le moniteur restait stable. Si vous voulez que je déclenche cet examen, donnez-moi quelque chose que je puisse utiliser. 3 secondes passèrent, 4. Puis son index droit bougea d'à peine 1 millimètre contre le drap. Ce n'était pas un spasme musculaire. Ce n'était pas aléatoire. C'était délibéré. Ava ne réagit pas extérieurement. Elle ajusta simplement la couverture et retourna à ses notes. Mais son pouls ralentit et elle se concentra intensément. L'amiral ne faisait pas semblant par peur. Il recueillait des informations, attendant une erreur, attendant une preuve suffisamment solide pour avoir du poids lors d'une audience au Congrès. Et l'homme qui pensait l'avoir réduit au silence marchait droit vers la dernière étape d'un piège. Car le prochain coup ne viendrait pas d'un lit d'hôpital. Il viendrait d'un homme qui n'avait en réalité jamais perdu le contrôle. Le transfert était prévu à 6 heures du matin. Une équipe de transport du gouvernement arriverait avec les documents signés, changerait les moniteurs et ferait sortir l'amiral des soins médicaux civils avant le lever du soleil. Propre, silencieux, sans agitation. Ava se tenait au poste des infirmières et lut 2 fois l'autorisation finale, mémorisant chaque nom qui y figurait. Le responsable du Pentagone l'avait signé personnellement. Cela seul lui indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une procédure de routine. C'était une opération de dissimulation en cours. Elle retourna dans l'unité de soins intensifs juste après minuit et ferma doucement la porte. « Ils pensent en finir demain », lui dit-elle à l'oreille. Le respirateur artificiel continuait de battre à un rythme régulier. Il n'avait pas peur, il réfléchissait. Elle avait déjà pris les devants. À 20h47 ce soir-là, elle avait rempli un rapport fédéral sur les anomalies neurologiques. Elle y mentionnait un possible syndrome d'enfermement et des réactions corporelles inhabituelles qui ne correspondaient pas à un coma profond. Le rapport déclencha un examen secondaire obligatoire en vertu des règles médicales militaires. Elle n'accusait personne, elle ne mentionnait ni l'accident ni le sabotage. Elle demandait simplement une évaluation appropriée avant le transfert. L'administrateur de l'hôpital était furieux, le neurologue était sur la défensive. Le responsable du Pentagone fut prévenu et, à 22h12 ce soir-là, il était de retour à l'unité de soins intensifs, le calme derrière ses yeux légèrement troublés par l'impatience. « Vous dépassez les limites », lui dit-il calmement dans le couloir. Ava garda un ton neutre. « Je protège mon patient. » Sa mâchoire se crispa. « Vous retardez une décision fédérale. » Elle soutint son regard sans détourner les yeux. « Alors, la surveillance fédérale pourra examiner mon rapport. »
C'est à ce moment-là que son sang-froid montra ses premières vraies failles. Il entra à nouveau seul dans la chambre. Il pensait toujours contrôler la situation. Ava avait discrètement repositionné la caméra au chevet du lit un peu plus tôt, prétextant une vérification de routine des câbles. La sécurité de l'hôpital surveillait la chambre depuis le bout du couloir. Elle avait signalé un risque d'escalade familiale pour justifier leur attention. Elle n'avait pas besoin d'accusation. Elle avait besoin qu'il parle. Le fonctionnaire s'approcha du visage de l'amiral et baissa la voix. « Vous auriez dû rester en dehors de ce vote, » murmura-t-il. Le contrat aurait rapporté 5 milliards pour les infrastructures de défense. Sa voix se fit plus aiguë. « Vous alliez tout dévoiler. Vous m'avez forcé la main. » Le pouls de l'amiral augmenta régulièrement, sous contrôle de 8 battements. Le fonctionnaire ne remarqua rien. Il se pencha davantage. « Vous pensez que cela se terminera devant un tribunal? Vous ne vous réveillerez même pas à temps pour témoigner. » Sa main appuya sur la barrière du lit, les jointures blanchissant pendant une seconde. Au bout du couloir, la sécurité enregistrait chaque mot. Dans la chambre, Ava régla la pompe à perfusion d'une main ferme. Elle ne regarda pas le fonctionnaire. Elle observait le moniteur. La respiration de l'amiral restait parfaitement synchronisée avec le respirateur, calme, contrôlé, absorbant tout. Lorsque le fonctionnaire recula, convaincu d'avoir parlé librement à un homme qui ne pouvait l'entendre, Ava dit calmement « Monsieur, les heures de visite sont terminées. » Il l'étudia longuement. Quelque chose dans sa posture le dérangeait. Ce n'était ni de la nervosité, ni de l'hésitation, mais plutôt une sorte de reconnaissance. Il partit sans un mot. À 1h14 du matin, le Bureau médical fédéral répondit au rapport d'Ava. Un neurologue militaire se connecta par appel vidéo sécurisé et demanda un test de stimulation avancé immédiat. Les lumières de l'unité de soins intensifs s'allumèrent. La salle passa d'une surveillance silencieuse à une évaluation active. Le responsable du Pentagone en fut automatiquement informé par la chaîne de commandement. Il arriva en quelques minutes. Il n'était plus calme. « C'est complètement inutile, » dit-il d'un ton sec. Le neurologue à l'écran n'était pas d'accord. « Nous continuons. » Ava s'approcha du lit et appliqua la même pression précise derrière l'oreille de l'amiral qu'elle avait utilisée auparavant. « Amiral, dit-elle d'une voix calme, si vous m'entendez, donnez-moi une réponse contrôlée à mon compte. » La pièce devint complètement silencieuse. 1. Le ventilateur siffla. 2. Le moniteur cardiaque grimpa de 4 battements. 3. Son index droit se leva lentement du drap. Mesuré, intentionnel, sans tremblement, sans réflexe, un mouvement délibéré contre la paralysie. La pièce se figea. Le neurologue se pencha en avant sur l'écran. « Répétez le stimulus, » fit Ava. Le doigt bougea à nouveau. Cette fois, ses paupières s'ouvrirent lentement, sans dévier, sans perdre leur concentration. Elles se dirigèrent directement vers le plafonnier, puis se déplacèrent lentement et délibérément vers le responsable du Pentagone qui se tenait au pied du lit. Ce n'était pas spectaculaire. C'était contrôlé. Le visage du responsable pâlit. L'amiral ne put parler tout de suite. Son corps était encore faible, partiellement paralysé par l'accident, mais ses yeux suivaient clairement. Il était conscient, lucide, présent. Et lorsque le neurologue lui demanda « Amiral, pouvez-vous nous entendre ?» son rythme cardiaque s'accéléra une seule fois. « Oui », répondit-il quelques minutes plus tard. Sa voix était rauque et éraillée, mais reconnaissable entre toutes. Les agents de sécurité entrèrent dans la pièce avant que le fonctionnaire n'ait pu se remettre de sa surprise. L'enregistrement audio de plus tôt dans la nuit avait déjà été transmis aux enquêteurs militaires. Le vote qu'il avait mentionné, le contrat, ses propres mots admettant qu'il avait causé l'accident. Ce n'était pas encore suffisant pour une condamnation définitive, mais c'était plus que suffisant pour le placer en détention. Le fonctionnaire tenta de parler, de revenir sur ses propos, de prétendre qu'il avait été mal compris. Mais les yeux de l'amiral ne le quittèrent pas. Et ce qu'il y avait dans ce regard était plus lourd que n'importe quelle accusation. C'était de la patience. La patience d'un homme qui avait attendu, écouté et laissé le piège se refermer tout seul. Le transfert a été annulé avant le lever du soleil. En milieu de matinée, les équipes des affaires internes de Pentagone étaient sur place. Le dossier de l'accident a été rouvert dans le cadre d'une enquête fédérale. En moins de 48 heures,
Les ingénieurs légistes ont confirmé une défaillance du système de freinage. La pression avait été appliquée. La voiture n'avait jamais ralenti. Sabotage électronique, défaillance délibérée. Le fonctionnaire a été suspendu et a été accusé de tentative de meurtre et de complot lié à une fraude dans le cadre d'un contrat de défense. Des audiences au Congrès ont suivi dans les semaines qui ont suivi. 6 mois plus tard, l'amiral a témoigné devant le Congrès, marchant lentement mais debout sur ses 2 pieds. 2 jours après avoir retrouvé l'usage de la parole, il a demandé à voir Ava en privé. Elle se tenait à son chevet, la posture stable comme toujours. « Tu savais, dit-il doucement. « Vous avez trop bien régulé vos signes vitaux, répondit-elle. Un sourire faible et fatigué traversa son visage. J'avais besoin que quelqu'un le remarque. Elle ne lui rendit pas son sourire, se contentant d'un petit signe de tête. Vous vous êtes entraîné toute votre vie à survivre aux interrogatoires. Vous avez simplement oublié que vous étiez relié à des moniteurs hospitaliers. Il la regarda longuement. Où avez-vous appris à voir ce genre de choses? Elle soutint son regard calmement. Certains patients ne veulent pas être conscients. D'autres ne veulent pas que vous sachiez qu'ils le sont. Elle ne donna pas plus d'explications. Elle n'en avait pas besoin. Il comprenait. Quelques semaines plus tard, après que des accusations officielles aient été portées et que son rétablissement ait fait la une des journaux, l'amiral revint à l'unité de soins intensifs. Cette fois, il était debout, en uniforme repassé, le dos droit. Il demanda au personnel de lui laisser un moment. Puis il se tourna vers Ava et la regarda droit dans les yeux. « Je n'ai pas essayé d'empêcher l'accident, » dit-il calmement. « Si j'étais sorti indemne, ils auraient étouffé toute l'affaire. Le coma fige le système. Il oblige les gens à attendre. » Il fit une pause. « Mais je ne pouvais pas bouger et je ne savais pas si quelqu'un verrait au-delà de ce qu'il était censé voir. » Ava le regarda dans les yeux. « Vous comptiez sur quelqu'un. » En effet. Un moment s'écoula entre eux. « Vous aviez raison, dit-elle. Pas de caméra, pas de public, pas d'applaudissements. Juste un échange discret entre un homme qui comprenait le pouvoir et une femme qui comprenait la retenue. » L'amiral se redressa et fit un petit salut précis. Pas pour le spectacle, pas pour la cérémonie, mais pour elle. Ava ne lui rendit pas son salut. Elle se contenta d'acquiescer d'un signe de tête, car elle n'avait jamais eu besoin de reconnaissance. Elle avait besoin de la vérité. Et si cette histoire vous a rappelé que les personnes les plus fortes ne sont pas les plus bruyantes, que parfois l'observateur silencieux est la personne la plus dangereuse dans la pièce, alors restez sur cette chaîne, car la prochaine histoire vous attend déjà. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qu'elle va voir.